Mais je te garantis que je vais te préparer un bon petit déjeuner comme celui-ci. Il fait 8h25 ici le matin. Donc. Oui, c'est un petit déjeuner un peu tardif, non? Mais je vais t'en préparer. C'est une commande spéciale. J'ai reçu une commande spéciale de Fayette Saga. Exact. Qui m'a demandé de cuisiner de la méduse avec un côté de décomposition. Et je vais vous donner un côté d'Athéna, Poséidon et un peu de Zeus. Comme un petit échantillon de Zeus pour compléter tout ce repas, non? C'est tout ce barbecue. Bon, tout d'abord, bienvenue à nouveau sur ma chaîne ici. Et je ferai chronique. Désolé, j'ai un peu soif au début. Et donc je suis là, je suis de retour, et je brise, je démonte un peu de mythologie, comme toujours. Exact. Et je me suis réveillé et j'ai reçu ce message de Fat Saga, qui est une façon absolument astucieuse de sortir son nom. J'adore déjà ça. Et je veux d'abord dire, elle m'a demandé, vous savez, ou exprimer qu'elle était intéressée à voir une vidéo, et je veux dire merci. Merci pour ça parce que j'ai toujours envie de parler de méduses, non? En général, je sais de quoi je vais parler la veille d'un grand soir, et je sais déjà de quoi je veux parler. J'avais donc tout un sujet prêt à commencer. Et j'ai vu ça ce matin et je devais m'en occuper. Ce n'est pas que je devais le faire. J'étais contraint, non? Je ne pouvais pas ne pas faire ça. Quand l'occasion de parler de Méduse se présente, parce qu'il y a tellement de couches dans cette mythologie qu'on passe simplement à côté, non? On aime vraiment, vraiment sauter les jambes. Beaucoup de choses sont au cœur de tout ça, comme les pourquoi et ce que tout cela signifie réellement. N'est-ce pas? Il y a donc 3 grands sujets que je ne pourrais pas éviter dans ce cas. Évidemment, je vais parler de Méduse, et je veux parler de Méduse en tant que personne qui existait, vous savez, avant que Poséidon n'entre en scène. N'est-ce pas? Je veux parler d'elle avant ça, de ce qu'elle voulait dire, de ce qu'elle était. Je veux parler d'Athéna. Ce qu'elle représente réellement. Et, genre, c'est un peu là où il faut être. Le conflit est le. Ce n'est pas une coïncidence que ce soit Poséidon. Ce n'est pas une coïncidence. C'est du symbolisme au plus haut niveau. Ils le sont. Ils vous racontent une histoire sur ce que signifient ces forces. Et c'est magnifiquement réalisé. C'est magnifiquement fait parce qu'on ne pense même pas à la bonne idée. Ce sont des histoires pour enfants sur le cosmos, sur les plus grandes dynamiques qui existent dans la création. N'est-ce pas? Il y en a vraiment. Même si je sais que c'est étrange qu'une histoire sur l'essai soit, vous savez, une cosmologie d'histoire pour enfants. N'est-ce pas? Mais c'est parce que tu nous dis de grandes choses. D'accord. Je vais donc exposer quelques grands sujets. D'abord, puis je vais commencer à découper ces choses en petits habitants. Donc je veux faire, tu sais, c'est comme, faire un gros pot de gumbo, non? Et je vais commencer à vous servir des bols, d'accord, avec le riz et tout. N'est-ce pas? Je suis dans le sud maintenant. Voilà donc ce que nous faisons, voici comment nous le faisons. D'accord, donc le sujet principal derrière toute l'histoire de Méduse concerne l'ordre cosmique. C'est l'histoire de 2 dieux qui s'affrontent. Et rappelons-nous ce que représentent les 2 dieux. La raison pour laquelle Athéna et Poséidon sont souvent séparés l'un de l'autre est à cause de ce qu'ils représentent. Maintenant, Poséidon est de l'eau. Il est une force primordiale. C'est la chose la plus invasive qui soit. Si vous voulez parler de qui est un leader dans l'invasion d'espace, allez dans vos toilettes. C'est de l'eau, non? L'eau se répand partout. On ne le fait pas. On aime ça. Nous louons l'eau de temps en temps, comme de temps en temps. On est comme, oh oui, de l'eau. Elle a façonné le grand roi. Oui. Et l'eau fait aussi beaucoup d'autres choses. Comme l'eau sur cette planète. Absolument. Sans blague. L'eau ne prend pas beaucoup de elle. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'eau ne perd pas souvent, non. Parce que l'eau reviendra toujours, genre, oui, je sais qu'on change de cours, de rivière et ce genre de choses, mais pas si souvent. Et avec le temps, comme ces barrages, qu'ils soient construits par des castors, par l'humanité ou comme le barrage ovaire, qui est une chose incroyable qu'il faut voir. J'ai vu le barrage ovaire. C'est un exploit d'ingénierie incroyablement impressionnant. Exact. C'est quelque chose qu'en tant qu'Américain, juste un humain qui voit le barrage ovaire correctement. C'est impressionnant. Exact. Regarde ça. Regarde ça. D'accord, mais voilà le truc. Je vous dis qui va gagner à la fin dans un 8e barrage. Exact. L'eau va toujours l'emporter. Et vous savez, l'eau en fait généralement. Il va où il veut. J'aimerais que tu essaies de contrôler un peu l'eau. Nous avons passé des mythologies entières dédiées au contrôle de l'eau. Et tu sais ce qui ne marche pas pour nous la plupart du temps? N'est-ce pas?
Quand l'eau arrive, allez dans n'importe quelle pièce de votre maison. Et si l'eau vient de s'imposer dans cette pièce, tu vas te dire, mince, non. Je me fiche que quelqu'un renverse un verre d'eau sur ton bureau. Je me fiche que quelqu'un ait laissé le tuyau d'arrosage couler dans le jardin. Je me fiche que l'évier est débordé dans la cuisine. Ok, où va cette eau? Tu as un problème maintenant? Parce que maintenant, ça va entrer dans tout. Donc l'eau elle-même, le principe que Poséidon a donné. Mais c'est la mer. Ce n'est pas habitué. Ce n'est pas une habitude de savoir, d'accord. Il n'est pas habitué à le savoir. Et il a une longue mémoire. Alors. Nous allons donc commencer par ces deux principes, voici ce que Poséidon représente réellement, cette force ultime. Et il y a beaucoup d'histoires sur le combat contre les forces de l'eau. Exact. Tout le mythe de Pelée, si on va vers le mythe, Pelée, c'est qu'elle essaie de fonder des îles et que sa sœur, qui est la mer, dit non. Et ça envahit tout. On ne peut pas construire de terrain parce qu'on l'emporte sur tout. Et l'eau de U a la capacité d'arrêter la civilisation. C'est une étincelle de vie à un niveau minime, mais au plus grand niveau. Il a la capacité d'arrêter la civilisation s'il est utilisé. D'accord, voilà qui est Poséidon maintenant. Athéna, de l'autre côté de ton côté, est littéralement une civilisation. C'est littéralement ce qu'est Athéna. Athéna est la pensée, vous savez, la pensée politique, la pensée stratégique, la protection militaire. Voici Athéna. C'est la stratège ultime. Tu sais ce qu'elle aime plus que tout, c'est l'ordre. Elle veut que tout soit aligné parce que c'est ainsi que fonctionnent les penseurs stratégiques. On ne peut pas avoir la civilisation elle-même si on a beaucoup de désordre. N'est-ce pas? Exact. Voilà, c'est réglé. C'est là que ces deux-là se sont disputés sur un look cosmique. N'est-ce pas? C'est là que, tu sais, le bœuf ne ferait pas juste 50, d'accord. C'est ça, le bœuf. Conflit de niveau cosmique. Voilà donc le contexte. Le contexte est que ces deux équipes venaient tout juste d'atteindre la finale d'Athènes comme si elles avaient organisé vous savez, un tournoi pour voir qui allait être le saint patron d'Athènes, le dieu patron d'Athènes, ce qui était impressionnant. Tous les droits marketing allaient passer par Athènes. Tout le monde le savait. Tout le monde savait qu'Athènes était comme le marché. N'est-ce pas? Après quelques séries éprouvantes, Poséidon sort de la conférence et est celui qui sort de l'Ouest et cette nouvelle Médusa, cette franchise relativement jeune, plus jeune, vous savez, appelée The Deuce. Elle représente l'Ouest, et il s'engage dans une bataille épique de 7 matchs pour Athènes. Et qui l'emporte? Athéna arrive en haut à droite parce qu'elle leur donne quelque chose, c'est-à-dire l'olive. Exact. Et c'est fou parce que je déteste les olives. Je ne vais pas vous mentir. J'adore les héros de la mythologie grecque. Genre, je ne peux même pas entrer dans un restaurant grec. Je te dis, c'est à quel point je déteste les olives. D'accord? Ce n'est pas une question d'ok. Ce moment n'est pas à propos de ça. Il s'agit d'Athènes et de ce qui se passait à Athènes. D'accord. Alors, que se passe-t-il ici? C'est que quand elle leur a donné l'olive, ils ont dit, oui, c'est ça, juste là. Scellez l'affaire. C'était le poignard, non? C'était son poignard. C'était sa Jordan isolée au sommet de la clé contre Brian Russell et lui juste au moment où il repoussait. Il s'est repoussé, d'ailleurs. MJ ne repoussa pas. Il le repousse, il plante un poignard et il te laisse suspendre un moment. D'accord. Ultimate. C'est le poste ultime de sang-froid de tous les temps, non? Tu n'es pas obligé de dire ça. D'accord? Parce que magie après magie frappait son crochet, il ne resta pas là pendant un moment. Tu montres de la magie parce que maintenant Jordan a cet espace. Bon, alors. Ainsi, Athéna a pris le dessus sur Poséidon. Ils l'ont choisi. Ils ont choisi la civilisation, ce qu'elle représente. Toute pensée rationnelle, tout ce qui se passe au-dessus de l'océan. D'accord, maintenant, l'autre aspect du fait que Poséidon soit de la mer, c'est que qui a une mémoire plus longue que l'océan? Personne. Personne. Alors il se souvient, c'est qu'il se souvient. Tellement tard maintenant. Pas maintenant. Allons-y, revenons en arrière. Remettons la bande. Nous arrivons donc au point où, vous savez, Méduse est désormais, bien sûr, une prêtresse d'Athéna. Bon, donc quand Poséidon attaque ou séduit là-bas, je sais qu'ils aiment nettoyer ça. Très bien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un contact sexuel, et je ne sais pas si Méduse a jamais donné son consentement à cela. Comment ça va? Racontez l'histoire. Je ne vois pas le consentement. Je n'aime pas essayer de changer ça. J'essaie de nettoyer ça. D'accord.
Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu du tout ça. Eh bien, moi. Je ne veux pas l'être. Ce n'est pas ce qu'il y a fait, parce que cette partie compte pour moi. C'est pour Méduse. Je te le dis, je ne le suis pas. Sois là dans cette partie de l'histoire, d'accord? Je ne vais pas bien. Et je reviendrai là-dessus et nous en parlerons. D'accord. Mais c'est ainsi que l'histoire est racontée. Beaucoup de gens le pensent, même si c'est en quelque sorte, ça va bien. Donc ça arrive dedans. Encore une fois, il faut parler de la rivalité entre Poséidon et Athéna. Voici son temple. Et je ne sais pas si vous comprenez comment ces dieux sont descendants, mais ils se battaient tout le temps. Et de quoi se disputaient-ils? Des espaces et des territoires sacrés. C'est un sujet principal contre lequel Dieu se disputait tout le temps, surtout comme les amants. Et aimer ça. C'était extrêmement controversé. Ce n'était pas juste comme, oh oui, tu sais, tu es descendu dans mon temple et tu as envahi mon temple sacré. Très bien. Cela aurait dû faire briller Athéna en évidence. Vraiment hors de toi. Exact. Mais il fait les choses correctement. D'accord. Si tu viens dans mon espace sacré, ce sera contre tout le monde. Je me fiche de qui c'est. Je me fiche de qui c'est. Alors. Donc, nous allons parler de Méduse. Nous allons parler d'Athéna parce que nous n'avons pas encore terminé cette partie. Je vais prendre cette partie et on va la mettre ici. Exact. Parce que nous allons parler du pourquoi de ce mécanisme. Parce que nous savons qui elle punit. On ne parle jamais de qui elle ne punit pas exact. Et tu es censé être comme ce grand méchant Dieu, c'est deux. N'est-ce pas? D'accord, d'accord. Mais tu vois étrangement le silence sur cette partie, je resterai silencieux sur la violation de ta ou de ta pyramide, tu es à ta famille. Exact. Alors remettons l'accent sur Méduse. Ça devrait être juste. Je fais tout ça juste pour revenir à parler de la personne la plus importante ici, c'est Méduse, non? Tu veux raconter l'histoire de Méduse? D'accord, donc Méduse était aussi très différente maintenant. C'était bien ça qu'il n'était pas si inhabituel que les dieux et les déesses soient attirés par les humains. Ça s'est passé après que les Grecs aient toujours fait ça, mec. Je veux dire, pour les déesses, elles ne choisissaient pas vraiment. Beaucoup de gars comme toi n'allaient probablement pas se faire draguer par une déesse. Mais, tu sais, pour une femme qui rentre chez toi et qu'il y a déjà un gars chez toi ou je ne sais quoi, ce n'était pas si rare, comme si elle n'avait pas essayé de sortir avec quelqu'un ou quoi que ce soit comme on allait faire en ce moment. Vous allez être tellement submergés que nous allons y aller tout de suite. Donc, c'est un comportement courant qu'ils aient poursuivi cela en soi. Encore une fois, c'est-à-dire, vous savez, Zeus avait probablement une centaine de millions de dieux partout. Exact. Et je suis sûr qu'il y avait d'autres dieux en ce moment, Méduse elle-même est décrite de façon très similaire à ce qu'elle devient. Exact. Parce elle était souvent décrite comme plus de terreur ou de mort. Comment a-t-on décrit? Laisse-moi voir. Je veux avoir une description d'elle. Voyons comment ça se passe. Tiens. Comment était-elle décrite avant d'être maudite? Que devions-nous penser de Méduse avant qu'elle ne soit maudite? Y a-t-il des passages? Exactement. C'est la partie importante. Genre, pourquoi il est entré là-dedans? Parce que je pense qu'il y a toujours eu quelque chose de spécial chez Méduse. Aujourd'hui, Méduse est décrite comme une femme très belle. Exact. Et voilà le truc, non? Bientôt, ses nombreux prétendants la remarquèrent. C'est ainsi qu'on parle d'elle. De toutes ses beautés, ses cheveux étaient les plus beaux. J'ai entendu cette femme qui prétendait l'avoir vue. Alors elle était elle-même. Et voilà, c'est ça. Qui fabrique ça? Qui? Qui parle des détails sur elle avant la corruption, n'est-ce pas? Donc il relie certaines choses à cette beauté qui devient la terreur, cette attraction est un danger, cette admiration est une paralysie. Cela va être essentiel pour comprendre ce qu'était Méduse même avant qu'elle ne soit perçue comme liée à cette histoire. On parlait d'elle comme d'une beauté déstabilisante. Et c'est pour ça que ça va compter, d'accord? C'est pourquoi cela va compter. Elle était recherchée par de nombreux prétendants. Elle était la stabilisatrice. Maintenant, ce commentaire de la saga FATE, elle le remarque probablement parce que quand j'ai parlé d'Hélène de Troie, je parlais de ce qu'elle était, de déformer la réalité. Elle faisait sursauter les gens. Les gens ont commencé à prendre de mauvaises décisions. Tous les royaumes ont été influencés par elle. Ils veulent la protéger ou la posséder. Elle est devenue un symbole, un statut, un symbole, un statut et toutes ces autres choses. Alors j'ai parlé de sa beauté n'étant pas juste, elle était belle là-bas, non. C'était une toute autre histoire. N'est-ce pas? Il y en avait un.
Il y avait une statistique divine, et Méduse devait représenter la même chose. Dans cette histoire, elle est une stabilisatrice de l'ordre du temple. Elle ne voit pas bien, car nous comprenons qu'Athéna est rationnelle, comme Athéna, toutes les déesses. Athéna est considérée comme très belle, non? Comme si on ne le faisait pas. On ne se promène pas comme si Athéna était une bombe, n'est-ce pas? Comme si on ne disait pas ça de l'avenir, non? Nous avons dit, oui, Athéna était considérée comme une très belle déesse. Alors laissez-moi voir si j'ai des images d'Athéna. N'est-ce pas? Elle était une belle déesse. Et il m'a toujours semblé que la comparaison était, oh, oui. Nous allons parler d'Athéna et Héra, et de qui sont Athéna, Héra et Aphrodite. On se dit, on va parler de qui est la plus belle. Je ne sais même pas pourquoi Athéna est là-dedans, parce que c'est là. Athéna, c'est une toute autre chose, non? Oui. Athéna est belle, mais elle n'est pas comme toi. Remarquez qu'il n'y a pas d'histoire romantique sur Athéna. Athéna n'est jamais associée à avoir une consort, car cela en soi serait insultant pour Athéna, n'est-ce pas? Athéna est l'être rationnel ultime. Elle me dit littéralement, je suis la partie de Zeus qui vient de là, non? On ne le fait pas, Zeus est un homme très complexe. Elle est littéralement celle qu'elle a sortie de la tête de Zeus. Elle est donc une représentation de la pensée supérieure dans sa forme la plus pure. Et alors? Ainsi, l'idée d'être submergée par la beauté la déstabilise. C'est ça. Et lié à ce qu'elle est, non? Si ça a du sens, n'est-ce pas? Personne n'en parlait jamais. Aux mecs, ils ont l'air. Athéna. Ce n'est pas ainsi qu'Athéna était belle au point que nous verrions un temple comme beau. Un vaisseau, un bouclier ou un ensemble d'armures. Exact. Elle est belle à cet égard. Elle est belle à la façon. L'architecture d'une ville. C'est ainsi que tu exprimerais ton adoration pour Athéna si tu le veux maintenant. C'est ce qu'était Athènes, la ville. C'est pourquoi Athènes est devenue la source de la démocratie, le centre de la pensée. Oh, c'est quoi? Parce qu'Athènes reflétait Athéna. D'accord, c'est de la bureaucratie au plus haut niveau, non? C'est de l'ordre par-dessus. Ou du moins, c'est ce qu'elle est. Elle n'est. C'est gentil de ta part. N'est-ce pas? Elle n'est pas le genre de beauté dont tu te dis, oui, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Après, tu sais, quel que soit l'événement qui se passe, ce n'est plus qui était Athéna. Et si tu faisais ça, elle ferait probablement un pas à droite. Genre, elle a probablement dit que si elle te reconnaissait, ça ne va pas être bon, non? Ou si tu deviens l'Athéna, si elle te choisit, tu es en difficulté. Je veux dire, je te dis juste qu'il n'y a jamais d'histoire de consort pour elle. Mais s'il y avait eu un meilleur jour. C'est pas une bonne histoire. Je vais juste le dire, non? Comme elle. Elle est incroyable dans ce qu'elle fait. Ce n'est pas. Ce n'est pas cette fille. Exact. Ce n'est pas une chose. C'est. Alors, quand elle a cette beauté, qui est Méduse? Qui est une beauté déstabilisante? La beauté de Méduse. Comme on en avait parlé. Et 3. Ils ont une orbite, non? Ils ont des prétendants. Ils créent la gravité. N'est-ce pas? C'est ça. Quoi que ce soit. Quand j'ai dit, tu sais, Hélène est comme avoir Shaq sur le terrain. Tu vas devoir gérer ça, hein. Tu dois avoir tous les yeux sur moi. C'est Méduse. C'est ce qu'elle était? Plus que cela dans cet espace commun. C'est donc laquelle était en conflit avec la divinité même pour laquelle elle travaillait. Celui dont elle était la sainte. C'était elle. Elle n'était pas dans le domaine comme je l'ai dit, Hélène était dans le domaine d'Aphrodite. Méduse n'était pas sous le domaine d'Athéna parce qu'Athéna avait tout ce contrôle. Elle est le contrôle. Elle est rationnelle, impeccable, intacte. Elle est la Vierge sacrée. La Vierge sacrée est liée à toute idée de passion. Et elle va pour toi et tenter ta chance. Non, tu ne filmes pas ton ombre ici. Je suis une Vierge sacrée, non? Tu ne regardes même pas la Vierge sacrée comme ça. Alors pourquoi le marteau s'abat durement sur Méduse n'est pas simplement? Elle pense comme les garçons. Même si elle aime qu'elle ne pense pas seulement comme le garçon. Elle est rationnelle. Et dire que les garçons sont rationnels, penser pour résumer les choses. Ce n'est pas ça. Elle n'était pas d'accord avec eux juste parce que, oui, nous sommes tous les garçons bien. Non, ces gars-là sont aussi absorbés par leur passion. D'accord. Maintenant, pourquoi elle ne dit pas, allez, mec, c'est Athéna. Il y a toujours des parasites pour quelqu'un, non? On dirait que tu as toujours de la statique. Tu vois cette image d'elle parce qu'elle est toujours prête à partir, non?
Elle est partante. Comme pour qu'elle ne refuse pas spécifiquement d'attaquer Poséidon. Il y a maintenant quelque chose. Non, non parce que Poséidon est venu ici dans ton temple après son départ. D'ailleurs, il a laissé une méduse violet, qui est la partie centrale. C'est probablement de l'eau partout. Incendie, dégâts d'eau, tu sais, parce que je suppose qu'il utilise beaucoup de carrelage. Exact. Il avait du joint, vous savez, donc, votre eau à l'intérieur du sol, c'est de là que les dégâts des eaux viennent d'ailleurs, les gars. D'accord. Il était donc une force naturelle envahissant l'espace. Peut-être que c'est une métaphore d'une tempête qui a eu lieu, non. Il est très possible que ce soit une métaphore de cette force sauvage et incontrôlable, qui est l'océan envahissant le temple ordonné d'Athéna, qui est probablement un lieu où il menait des affaires et des réunions. Ce n'est pas ce que son espace de stérilisation n'est pas un espace de fête, non? Quoi qu'il en soit. Le symbolisme de ce droit est évidemment très puissant. Et ce que ce conflit permanent entre eux est réellement juste. Mais si on retourne au port central maintenant que Méduse endure encore ça, cette beauté déstabilisante, encore et encore, je ne la reprocherai pas. Je dis simplement qu'elle était un être qui inspirait la passion, non? Qu'elle le veuille ou non. Voici ce qui se passait. C'est ce que tout le monde disait dès l'avant ou même de cette histoire, de ce qui s'est passé. N'est-ce pas? C'est terrible. Alors après maintenant, elle se fait frapper. Elle est excitée par Méduse, par Athéna. Parce que, encore une fois, vous n'étiez pas sous le domaine de ce que je représente. T'as trop chaud pour travailler en ce moment. Tu es trop jolie. Tu as trop chaud, hein? Toi aussi déstabilisateur. Vous attirez trop d'attention qui ne se concentre pas sur la civilisation, les choses vierges et la démocratie. Ce n'est pas du tout ton plaisir, c'est ça. Tu sais, c'est ça. La gravité qui l'entourait. Alors elle devient supposément comme ça, comme maintenant. Maintenant elle est tellement moche, non? Voilà le truc. Je ne pense pas que même la transformation physique soit la mauvaise chose à se concentrer sur elle parce que, d'abord, il lui donne des cheveux de serpent. Les serpents ne sont généralement pas associés au mal ni à la transformation des gens en pierre. Ce n'est pas ce que symbolisent les serpents. Si vous avez lu assez de mythologie, les serpents ne sont que des symboles d'intelligence, de sagesse ou de transformation. N'est-ce pas? C'est ça, les serpents. Donc vous voyez quelqu'un qui a un regard. Si je vois quelqu'un avec la tête pleine de serpents, je cours vers moi. D'accord? Parce que c'est ça, j'ai un truc personnel. J'ai raison. Mais dans la mythologie, les serpents ne représentaient pas des monstres qui vous transformaient en pierre. Ce n'était pas ce qu'ils étaient. Bon, maintenant qu'elle a des serpents, ses cheveux, ce n'est pas le symbole d'un monstre, n'est-ce pas? Et elle garde toujours sa gravité. Maintenant, quand il parle de Méduse et qu'elle transforme les hommes en pierre, c'est là que le paradoxe de la mythologie devient profond, car on parle de paralysie de la pensée. Ce qu'elle veut dire maintenant qu'ils sont réduits en pierre. Les hommes ne peuvent plus opérer. Elle n'est pas une horreur laide. Elle est une attraction catastrophique. C'est là que tout change vraiment car elle est la prêtresse d'un être. C'était le contrôle, la sexualité, le pouvoir féminin sacré, la pureté rituelle, la beauté et la sagesse inaccessible. Guide derrière les limites. Poséidon viole ou tout ce qui se retourne dans sa tempe, littéralement transformer l'homme en pierre est une obsession mythique. Et on a vu ça souvent. Nous avons vu que les Grecs parlaient de fixation et de psychose dans beaucoup de leur mythologie. Je veux dire, comme Narcisse, non? Pensez à l'histoire de Narcisse. Il parle d'obsession. Tu sais, il y a plusieurs histoires à propos de « Au mec, c'est comme Apollon et celui qu'ils ont transformé en arbre, une caméra. » Quel laurier était le laurier? Si je mélange leur mythologie, que quelqu'un vérifie. Je pense que c'est comme Apollo et Laurel. Et puis, tu sais, l'histoire de Narcisse où il tombe amoureux, comme les Grecs en parlaient toujours. Tu ferais mieux de faire attention à tes obsessions. Alors c'est ce que Méduse représente réellement, non? Elle est paralysique psychologique. C'est sa présence, qu'elle le veuille ou non. C'est ce qu'elle est. Les hommes ne meurent pas juste en regardant Méduse, ils se fichent. Pensez au symbolisme de ce choix. Ils deviennent de la pierre. Rigidité, non? Paralysie, perte d'autonomie, fermeture émotionnelle. Fixation obsédée à droite. Maintenant, tu fixes toujours. Cependant, tu la regardais, non? Et tu sais, je sais, ils aiment faire toutes les grimades de tous ceux qui voyaient Méduse comme ça, c'est comme ça que tu es figé. Comme ça. Ce n'est probablement pas comme ça que j'étais. Tu as probablement dit, oui, c'est sûrement ça, non. La mythologie a retourné. Elle n'a jamais dit, oh oui, on va prendre quelqu'un d'aussi beau et la punir en la rendant laide.
Elle a toujours eu cette beauté attirante, même après la mort. Sa tête, son beau visage. Parce que c'est ce qu'elle était. Pourtant, cette beauté attirante. Même pour le kraken. Même pour le kraken. Tu as vu Méduse, tu aimes. Ouah 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 ouah, c'est ça. C'est ce que représente Méduse. Elle obsède la fixation. Elle est en langage psychologique. Un homme la voit et se perd. Exact. Et nous avons vu ça. Nous avons vu le thème de la beauté féminine écrasante comme thème récurrent dans la mythologie grecque. On se concentre souvent sur ce que Zeus faisait. N'est-ce pas? Parce qu'il l'était. Oui, il y a un homme à ça. Oh, il a fait le point comme il le dit, on se laisse emporter par tout ça, mais on a réduit la façon dont il parlait du pouvoir de la féminité divine parce qu'elle déchirait toute la région. Tout le monde y croyait. Oh, les femmes qui sont majoritairement des hommes de beauté commencent à abandonner les royaumes. Tu déclenches des guerres pour les femmes. Il y a ce genre de beauté. Tu brises tes vœux à tes potes. Tu apportes des vœux à tes potes. Tu brises tes vœux envers tes amis, non? Ta pensée rationnelle s'arrête. C'est comme Hélène. Des civilisations entières se sont effondrées dans le chaos. Parce que, mec, regarde ça. C'est comme ça qu'elle était. Pour qu'elle ne trompe pas. Donc Hélène était, comme je l'ai dit, une orbite plus petite, non? Elle n'avait évidemment pas l'orbite. Voici l'orbite d'Aphrodite parce qu'elle faisait cela. Même les dieux et les êtres cosmiques, voilà ce que c'est. C'est ce qu'Aphrodite faisait aux êtres cosmiques. Les autres dieux. D'accord, à une échelle plus petite, il y a Hélène. D'accord. Qui le faisait à, genre, des pays. Et à plus petite échelle, il y a Méduse. C'est un peu comme ça que je les classerais, non? Elle était séduisante. Attraction gravitationnelle. C'est une surcharge psychique fatale. Tu la regardes et tu es transformé. N'est-ce pas? Réfléchissons à elle. Quand on regarde Méduse et ses serpents, c'est pourquoi elle est connue. Des serpents. Tu n'as jamais lu une histoire où un serpent est représenté. Tu pourrais tourner dans la neige. Tu n'en as pas encore trouvé, n'est-ce pas? Alors, revenons à quoi? Comme le récit nous l'a dit sur les serpents. Que représentent les serpents? Ils représentent la transformation. Les serpents représentent la sagesse interdite. Et comme le pouvoir du milieu souterrain, les serpents représentent la sexualité. Ils sont fortement liés à des idées de mort, de renaissance et de danger hypnotique. N'est-ce pas? Nous avons tous vu le cobra. On s'est dit, oh, je me suis fait prendre, on a fixé les serpents. Moi, si ce n'est pas tout cela, est désormais applicable à Méduse par le symbolisme. D'accord? Elle n'était pas juste du genre oui, je suis tellement moche. Genre, oui, moche te ferait fuir, non? Je te le dis, un niveau supérieur de moche me fera fuir. Alors elle devient autre chose. Sa beauté elle-même est désormais perçue comme primitive et aussi terrifiante. Elle n'est plus une beauté civilisée. Elle est l'archétype brut de la force féminine. Ça, en soi, on l'a vu chez plusieurs personnes, c'est anti-civilisation, non. J'ai grandi comme si j'étais de la génération X, donc j'ai grandi en regardant encore, comme les petits rascals, tu vois. Même si, je pense, ils étaient censés représenter la culture des boomers, même avant les boomers. Exact. Quand Darly est arrivé, toutes les nuances se sont effondrées, non. Alfalfa et Spanky étaient comme des amis. Les vrais amis étaient désormais des ennemis mortels, non? Parce que Darla était entrée en scène, nous avons vu des histoires de Popeye affrontant Bluto tout le temps parce que l'huile d'olive arrivait. C'est un pouvoir divin de la nature féminine, et lorsqu'il est trop puissant, il détruira la civilisation non pas à cause de lui-même, mais à cause de la gravité qu'elle exerce. À cause de quoi? La psyché de ce qu'elle fait à l'intérieur de toi et ton cerveau nouvelle, non? Cela décompose tout. Alors qu'Athéna, comme Athéna et Méduse, représentent deux archétypes différents, non? Ils sont fondamentalement un dos. Athéna représente la discipline, l'intelligence, le contrôle stratégique, la guerre civilisée. Elle est entièrement dédiée à l'ordre civilisé et, en fin de compte, à une logique masculine. Tu te souviens qu'elle vient du cerveau de Zeus. C'est la plus haute. Elle est le niveau de pensée le plus pur de Zeus. Toujours un cerveau d'homme. Alors que Méduse représente l'attirance primale, elle représente la sexualité instantanée, non? Chaos émotionnel. Une fille comme toi vaquer à tes occupations un jour et tu passes devant elle en train de travailler, tu sais, dans un restaurant, peu importe. Maintenant, tu manges dans ce restaurant tous les jours. Elle a perturbé tes pieds, non? Elle a perturbé ton. Tu m'arrêtes. Et j'étais en route pour le travail et j'ai vu cette fille.
J'ai crié, d'accord? Elle a littéralement perturbé ton cerveau. Arrête de penser à ce que tu avais à te concentrer. Oui. Je dois me lever à 8 heures et attraper le train, et je l'ai. Peu importe. Exact. Tu as tout cassé, non? Puis là-dedans. Tu ne ferais pas ça pour beaucoup d'autres choses, non. La plupart des autres choses, vous ne le ferez pas. Tu pourrais te dire, oh oui, j'ai vu des chaussures que je veux prendre. Je vais recommencer ici un week-end. Exact. Mais si c'est que tu arrêtes, tu brises ton cycle. Exact. Elle là-dedans, c'est ce qu'elles représentent quand elles sont une force féminine indomptée selon la mythologie grecque. Exact. Le cœur qui submerge l'esprit, abandonnant la pensée rationnelle même après qu'elle ait tué sa beauté reste un symbole de ce pouvoir. Athéna a littéralement cette tête de gorgone sur son bouclier. C'est extrêmement symbolique, et cela suggère que la civilisation elle-même ne détruit jamais vraiment ce pouvoir primordial. Il la transforme en arme. Ça le détruit. C'est donc là qu'on commence à parler du regard masculin, non. Je vous le dis, en ce moment, le regard masculin n'est pas sorti. La plupart du temps, ce n'est pas une bonne chose, du moins pas dans le monde grec. Quand un gars commence, surtout tous les gars commencent à te regarder. Tu ne veux jamais te dire, il y a plein de filles sexy dans le monde mythologique, grec. Tout le monde était canon, non? Je ne pense pas qu'il le laissait écrire sur des femmes laides. Je ne pense pas que ce soit autorisé. Mais quand ce regard masculin, je demandais ce que c'était, Ulysse, sa femme. Qu'était Ulysse? Le nom de sa femme? Oh, mec. Qu'est-ce qu'un défunt? Quoi? Je ne me souviens plus du nom de sa femme, mais demande-lui ce que ça fait d'être défini. Elle a eu le club et tout le monde essaie de te rattraper. N'est-ce pas? Demande-lui. Demande-lui. Exact. Ces types prêts à tuer son fils comme s'il faisait n'importe quoi. Et c'est ce que les Grecs nous disaient à propos de militants. Ainsi, Méduse, selon son histoire, est plus ancienne que les dieux grecs eux-mêmes. Elle n'est pas, tu sais, la plupart du temps maintenant elle est vue comme une méchante et imagine que, tu sais, elle est une méchante parce qu'elle était trop sexy et que vous ne pouviez pas agir correctement avec elle. C'est là qu'ils la mettent un peu sous pression. Et c'est là que l'histoire s'est manifestée. Comme si on absorbait quelque chose. Et peut-être que c'est vrai, la narration, qu'elle était si belle qu'on a dû la transformer en autre chose pour la tolérer, pour tolérer sa capacité à se déstabiliser. Nous devons en faire une créature laide. Ce n'est pas un conte de fées. Et encore une fois, maintenant, en vieillissant, je comprends ce qu'il voulait dire quand il parlait de tragédie grecque. Vraiment? Tu sais, j'ai vu Persée lui couper la tête et vaincre le Kraken, et je me suis dit, oui, vas-y, tu sais. Et Méduse n'était même pas je m'en fichais, je m'en fichais. La Méduse s'est fait couper la tête, mais j'avais environ 10 ans à l'époque. J'ai beaucoup évolué depuis. Et maintenant je comprends quand il parle de tragédie grecque, car c'est tragique, pas seulement pour le principal, mais comme d'habitude, c'est une tragédie, du moins pour le personnage principal. Mais franchement, la fin tragique de Méduse, c'est épique. Je pense qu'elle a eu la même chose avec Hélène. C'est Hélène. L'histoire est aussi un peu tragique. Voilà donc mes réflexions sur l'énergie Méduse. Genre, OG, j'ai quelque chose à faire, mais je voulais bien expliquer ça juste pour partager Fat Saga. Un nom brillant encore une fois. Et merci d'avoir partagé ça. J'ai l'impression que si je peux aller plus loin avec tout ça, il y a d'autres niveaux, comme toute la psychologie de ce qu'on voit, mais là, c'est essentiellement du mal. Encadrement de blessures. Et elle était un stabilisateur et nous avons vu cet effet. Et c'est pourquoi, premièrement, elle n'était que perturbatrice. Et quand elle l'a simplement déposée dans l'environnement contrôlé de Méduse, elle est devenue une menace encore plus grande. Elle était en réalité une menace plus grande car, aux yeux d'Athéna, elle est la chose contre laquelle la civilisation s'oppose. On ne peut pas être une civilisation armée quand on est soi-même une force déstabilisatrice. Voilà donc en résumé. Je reviendrai plus tard. Et je ne sais pas, j'ai encore un autre article dont je veux vous parler, genre, de représentations émotionnelles, et j'ai du public ici, alors restez à l'écoute. Mais je vais m'activer tout de suite. Toujours. Merci d'être passé et merci. Allez les voir. Je suis sur le point de m'inscrire en sortant de la tech. Oui. Oh, et maintenant je suis sur YouTube, donc encore merci à vous d'être passé. Et je vous parlerai plus tard cet après-midi pour vous donner des réflexions, vous savez, des éclaircissements. Les commentaires.